Bonsoir à tous. À quelques jours du second tour de la présidentielle, on va s'intéresser au respect de la personne et la dignité humaine dans cette fin de campagne présidentielle. C'est l'une des grandes préoccupations des chrétiens, qu'ils votent à droite ou à gauche. On en parle tout à l'heure avec nos deux invités. Laurent de Cherizet, fondateur de l'association Simon de Cyrène, qui accueille des personnes handicapées. Et puis Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. On les retrouve dans notre dossier. On commence avec l'actualité politique et les derniers jours de la campagne présidentielle. Dans chaque camp, on est allé voir des chrétiens qui ont interpellé leurs candidats pendant l'entre-deux tours. On commence par la gauche et un mouvement proche du PS, les Poissons Roses, d'inspiration chrétienne, qui après le premier tour demandait à François Hollande de traduire en actes sa promesse de placer l'humain au fondement de ses choix politiques. Alors ont-ils été entendus? Au lendemain du débat télévisé entre les deux candidats, on regarde la réponse de Philippe Deroux, secrétaire général de ces Poissons Roses. Sur les questions d'éthique sociale, on est en profond désaccord avec François Hollande et nous ferons en sorte que les sujets de société soient réellement débattus s'ils ont lieu d'être. Mais nous espérons que ça ne sera pas tout de suite. Et nous, on sera là, je l'espère, en union avec d'autres mouvements de gauche, pour montrer que tout est lié et que, par exemple, la question de la justice et de la dignité sont aussi là dans la question de l'accueil de la fin de vie, dans la question de l'accueil du handicap des enfants, par exemple, trisomiques à naître, dans la question de l'avortement de masse, en particulier pour des personnes qui voudraient mener leur grossesse à leur terme et qui ne peuvent pas se le permettre ou qui croient qu'on est trop dans un monde de brutes et qu'on n'y arrive pas, ou dans la question par exemple, des enfants à adopter, à qui, après tout, on est en droit de donner un père et une mère. Bon. Et pour nous, ces sujets sont cruciaux, mais pour nous, la priorité, c'est de concentrer tous les efforts de la nation sur la résolution de la crise économique. On part à droite maintenant, du côté du Parti chrétien-démocrate. Le mouvement de Christine Boutin qui s'est rangé du côté de Nicolas Sarkozy avant le premier tour. Le PCD affirme avoir pesé sur le programme du candidat UMP. Et les proches de Christine Boutin affirment également avoir influencé la campagne de Nicolas Sarkozy pendant l'entre-deux tours. Mais comment? Écoutez la réponse de Franck Marguin, vice-président de ce Parti chrétien-démocrate. Dans l'entre-deux tours, tout particulièrement, j'allais dire, Christine Boutin a été absolument à tout les meetings, elle a été quand même la caution, je veux dire la caution des valeurs que nous défendions. Et je pense que le candidat, à chaque fois, dans les discours, que ce soit celui de Clermont-Ferrand, a parlé de la vie, du sacré, que ce soit dans celui du Trocadéro, a redonné cette idée du manteau des cathédrales, il a été capable, par notre influence, de bien se rappeler que la France avait une histoire. Mais surtout, de manière plus importante, on a été très soucieux sur les problèmes de la société tels que l'euthanasie, qui ont été également très bien défendus par le candidat, et puis surtout la famille, avec notre opposition de principe sur le mariage homosexuel et l'adoption des enfants par les homosexuels. Donc là, vraiment, l'alliance de Madame Boutin et du Parti chrétien-démocrate dans le cadre de cette élection a donné à la France la possibilité de enfin débattre des racines chrétiennes et des valeurs qui ont fait notre pays. Ça a été très important. Voilà, on reparlera de politique tout à l'heure dans notre dossier. Et puis, dans l'actualité cette semaine, ça vous a sûrement pas échappé, il a beaucoup été question du 1er mai, de la fête du travail. À cette occasion, je vous propose de partir dans le sud de la France, du côté du monastère Saint-Joseph de Puy-Misson, dans l'Hérault, car le 1er mai, c'est aussi la fête de Saint-Joseph Travailleur, jour choisi par les moines aymoniales de Saint-Joseph pour poser la première pierre de la seconde tranche de travaux de leur monastère. Célébration présidée par Monseigneur Azéma, évêque auxiliaire de Montpellier. Je précise que le père Joseph-Marie Verlinde est le prieur de cette communauté de Puy-Misson. Les évêques de France ont publié un document important sur l'écologie, enjeux et défis écologiques pour l'avenir. Le document interpelle les chrétiens sur la crise écologique dans la droite ligne de ce que le pape appelle le développement humain intégral. C'est le fruit de 2 années de travail avec des experts notamment. Mais en quoi la crise écologique concerne l'Église? Eh bien, on écoute la réponse de Monseigneur Stinger, le président du groupe de travail environnement et écologie. Vous allez le voir, il parle d'une écologie au service de l'homme. Nous devons respecter la nature qui nous environne, nous devons respecter les autres, mais nous devons aussi nous respecter nous-mêmes. Nous devons respecter notre vie, nous devons respecter le cadeau
que Dieu nous a fait en donnant la vie. Et l'écologie, ça commence là. Et ça continue avec le respect des autres, et ça continue encore avec le respect de la nature, des biens de cette terre. Mais nous faisons appel à la question éthique. L'écologie, c'est d'abord une manière de se situer dans le monde, de concevoir la vie. C'est une manière de se situer dans les choix de vie que nous faisons. C'est une manière de se convertir à autre chose que les modes de vie habituels. Monseigneur Stinger, les évêques de France qui font 9 propositions pour agir. Parmi elles, retrouver la richesse d'une catéchèse de la création. Sur le terrain, cette catéchèse est proposée par de nombreuses communautés chrétiennes. Exemple à Versailles, où une fois par mois, les paroissiens de l'église Notre-Dame sont invités à participer à une journée écolo en prière. On regarde ce reportage. L'oratoire de l'Ermitage à Versailles. L'Ermitage, un lieu d'accueil de la communauté Fondatio. Ce matin-là, des paroissiens de l'église Notre-Dame de Versailles commencent la journée par un temps de prière et de réflexion. Puis, chacun s'équipe, direction le parc. Se rapprocher de la nature pour se rapprocher de Dieu, c'est l'objectif de cette journée. Aujourd'hui, plus d'une dizaine de fidèles y participent. Il faut être les pieds bien posés, être capable de réfléchir aussi la terre en la travaillant. C'est une manière de prendre conscience que l'homme, en tout cas, est bien au cœur de tout cela. À l'origine de ces temps forts, un chercheur biologiste à la retraite, Régis de Bénat. Pour lui, comprendre et respecter l'environnement, cela fait partie de sa vie de chrétien. L'homme s'épanouit naturellement dans la nature. Donc c'est un lieu idéal pour la prière, parce que Dieu a créé cette planète avec le monde, et nous sommes issus des mêmes molécules, les végétaux et nous. Et cette vie-là, bien sûr, en prendre conscience, c'est déjà prier. Les évêques de France ont proposé 9 chantiers concrets pour agir pour l'environnement. En approfondissant la catéchèse de la création, ces fidèles ont répondu à cet appel. Voilà pour ce reportage. C'était une première. Dimanche, la cathédrale de Coutances dans la Manche accueillait une béatification, comme vous le voyez sur ces images. 2500 fidèles assistaient à la messe. Le nouveau bienheureux s'appelle Pierre-Adrien Toulorge, un prêtre guillotiné pendant la Révolution française, un prêtre ordinaire qui n'a rien d'un héros. Son témoignage repose même sur un malentendu et pourtant son histoire est d'actualité selon le cardinal Angelo Amato, préfet de la congrégation de la Cause des Saints, venu de Rome spécialement pour l'occasion. Il présidait cette messe. On regarde un extrait de son homélie. Mis à mort il y a plus de 2 siècles. Son martyre nous invite à vivre avec cohérence et fidélité notre communion avec Jésus, et ce malgré les blessures et les souffrances de toutes sortes que la société moderne inflige à l'Évangile par ses idéologies erronées sur la conception de la vie humaine, sur l'avortement, sur le mariage, sur l'euthanasie. Nous apprenons du bienheureux martyr Toulorge à résister avec la grâce et par la prière à cette culture de mort, en affrontant avec force et persévérance les sacrifices nécessaires pour rester fidèle au Christ, chemin, vérité et vie. Le cardinal Amato qui était ce week-end l'envoyé du pape à Coutances. Et puis on continue de parler d'éthique avec la chronique du père Jean-Robert Armocat. C'est tout de suite. Je voudrais parler d'une enquête démographique récente sur le rapport entre les naissances de garçons et les naissances de filles dans le monde. Le rapport naturel est de 105 garçons pour 100 filles. Or, il y a certains pays où ce rapport est de 107 ou 108 garçons pour 100 filles. Et certaines provinces de la Chine ou de l'Inde ont un rapport jusqu'à 120, 121. Ce qui pose des questions éthiques, des questions économiques, des questions sociales. La raison de ce choix d'un garçon par rapport à une fille n'est pas immédiatement une question de misogynie, mais d'abord une question économique, parce qu'il faut assurer la dot de la fille. Et puis, ce qui est parallèle à ce souci, c'est la diffusion de technologies d'amniosynthèse et d'échographie, la mise à disposition d'appareils qui permettent à bas prix de déterminer le sexe de l'enfant et donc d'avorter
avorter lorsque ce sexe ne convient pas à la mère ou aux parents. Cette enquête a été faite par des centres américains favorables à l'avortement, mais aussi décidément favorables à défendre les droits de la femme. Et cette distorsion entre le droit à avoir un enfant, le droit de choisir le sexe de l'enfant et l'intérêt général me paraît poser un problème moral important entre le choix personnel, la liberté de chacun et l'intérêt général. Il y a là une question sur laquelle notre société libérale doit réfléchir. Merci Père Armogat, on vous retrouve très bientôt pour votre chronique hebdomadaire. Tout de suite, on poursuit avec quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. La présidentielle et bien sûr cette question de fin de campagne à la une de La Vie. Les chrétiens ont-ils été entendus? De toutes les sensibilités, ils se sont mobilisés au nom de leur foi ces derniers mois sur des thèmes bien différents. Fiscalité, immigration, famille, laïcité, exclusion, euthanasie ou solidarité. À la veille de ce second tour, Famille chrétienne a demandé aux deux candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, une clarification sur plusieurs sujets, la famille, les sujets éthiques, les défis éducatifs ou encore la place des religions, des sujets qui ont peu fait l'objet de discussions argumentées pendant la campagne selon l'hebdo. L'heure du choix pour Pellerin, promesse de candidat et parole d'électeur, Pellerin qui par ailleurs a rencontré le théologien Denis Gira. Ce chrétien est l'un des grands spécialiste du bouddhisme et il appelle au dialogue. Le dialogue, une manière d'être selon lui. Voilà un message d'actualité. Et puis enfin, la nef, pour le mensuel, ce temps d'élection est propice à s'interroger sur le sens de l'histoire et sur la façon chrétienne de l'envisager. Voilà pour quelques-unes cette semaine de vos hebdomadaires et mensuels. Tout de suite, votre dossier. Et dimanche, ce sera le dénouement de la présidentielle. On en a longuement parlé sur cette antenne. Vous savez que l'Église ne donne aucune consigne de vote, mais souhaite éclairer les consciences. Elle demande aux chrétiens de faire le choix de la personne, c'est-à-dire de privilégier le respect et l'attention à la personne. Au lendemain du face-à-face télévisé qui a opposé les deux candidats et que vous avez sûrement regardé, ce respect de la dignité humaine a-t-il émergé d'une manière ou d'une autre en cette fin de campagne, que ce soit sur le terrain économique, social, politique ou éthique? Eh bien, on en parle ce soir avec nos deux invités. Laurent Cherizet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé l'association Simon de Sirène, une communauté d'accueil qui s'occupe de personnes handicapées. Philippe Pozzo di Borgo est président d'honneur de cette association. Son histoire a inspiré le film Intouchable qui a cartonné au cinéma ces derniers mois. Et puis sur ce plateau également avec vous, Guillaume Goubert. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Pour commencer la discussion, Laurent Cherizet, je me tourne vers vous. Vous êtes également cofondateur de l'agence Reporters d'Espoir. Est-ce qu'en regardant le débat télévisé hier entre les deux candidats, Sarkozy et Hollande, vous avez eu un peu d'espoir, notamment sur ce terrain de l'éthique sociale et de l'attention à la personne? Je pense que c'était le grand absent du débat d'hier. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui doit nous tarauder, pas par idéologie, mais pour une raison anthropologique simple. C'est que si on veut une société qui ait confiance en elle, et on sait que la confiance, c'est le socle du vivre ensemble, c'est le socle de la croissance économique, c'est le socle d'une société qui a de l'avenir et qui propose de l'avenir pour ses enfants, c'est le socle d'une société qui prend soin des fragiles. Mais si on veut une société qui a confiance, eh bien, il faut à ce moment-là regarder le poteau indicateur de la relation qu'on a avec nos fragilités et de la place qu'on donne dans notre société aux plus fragiles. Et là, derrière ça, il y a tout le projet de société qui a été le grand absent de ce débat. Où sont les plus fragiles? C'est-à-dire chacun de nous, à un moment ou à un autre de notre vie, on est fragile les 25 premières années de notre vie, on meurt fragile et on est fragile les 25 dernières années de notre vie, et au milieu, les 30 ans qui restent au milieu, l'âge fort, on est fragile affectivement, économiquement, socialement, physiquement. Donc ça nous invite à revisiter que la condition humaine, c'est la fragilité, et les personnes qui sont fragiles, ils nous invitent à redécouvrir le trésor qui fait le sens de notre vie, c'est la relation gratuite à l'autre.
Quand une société est autiste sur ce sujet-là, c'est une société qui va mal. Et je pense qu'il est urgent que nous continuions d'interpeller en tant que chrétiens nos dirigeants politiques sur ce sujet. Et pourtant, cette fragilité intéresse les Français pour preuve. Vous êtes bien placé pour vous en rendre compte. Le film Intouchable a cartonné. Alors c'est un film drôle, mais pas seulement. C'est aussi un film qui parle de cette fragilité. Comment vous expliquez ce décalage entre ce que dit la classe politique, notamment en cette période d'élection, et cette attente des Français, finalement, qui est quand même intéressée par cette question de fragilité? Pour moi, il y a presque un petit clin d'œil à dire que celui qui a eu le plus de votes dernièrement, c'est Intouchable. 20 millions de billets de vote, 20 millions de tickets de cinéma. Pourquoi? Alors évidemment, il y a une allégorie avec beaucoup d'humour, fait avec beaucoup de talent artistique, des interprétations très belles de Cluzet et d'Omar Sy. Mais beaucoup plus profondément que ça, ce film a fait du bien parce qu'elle dit, dans une société qui prône insidieusement une tyrannie de la normalité, tu as le droit d'être fragile. Et c'est lorsque tu acceptes ta propre fragilité que tu permets à l'autre de ne pas rentrer dans une logique qui, dans son temps, s'est appelée le choc des civilisations. Il faut être le plus fort parce que sinon on va se faire manger, on va se faire battre. Au contraire, lorsque j'ose tomber le masque et m'accepter et accepter l'autre avec ses fragilités, bien je fais jaillir la vie, je fais jaillir l'audace de l'altérité. Et on retrouve la promesse de la Genèse, c'est bien dans la relation gratuite à l'autre que je peux faire jaillir cette vie, qu'on peut être co-créateur. Tu as le droit d'être fragile, Guillaume Goubert. Pourquoi ce message n'a pas été repris par nos candidats à la présidentielle, notamment pendant l'entre-deux tours, mais peut-être même avant? David, vous imaginez cette phrase-là hier soir sur le plateau entre François Hollande et Nicolas Sarkozy? Tu as le droit d'être fragile, ou vous avez le droit d'être fragile. Malheureusement, oui, je suis d'accord, pourquoi pas, mais malheureusement, on est dans un système électoral qui, à ce stade de la campagne, est extraordinairement binaire. Je veux dire, il y a un vainqueur et un vaincu, il y a la droite, la gauche, etc. Or, comme l'a très bien dit tout à l'heure Laurent Chérizet, la fragilité, c'est quelque chose qui nous traverse tous, qui traverse toute la société. Donc, c'est quelque chose qui est présent partout et qu'on n'arrive pas à localiser vraiment quelque part. Donc on en est dans un affrontement comme ça aussi dur. Ça a du mal à trouver sa place. Je pense aussi que c'est parce que le débat d'hier soir s'est beaucoup trop focalisé sur des questions de chiffres. Or, comment voulez-vous faire rentrer des personnes dans des chiffres? C'est pas possible. On parle arrondi, il y a 3 millions de chômeurs. Non, c'est 4 millions de chômeurs. Mais chaque individu là-dedans, il pèse. Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on le ressent comme une personne qui a besoin de formation, qui a besoin de soutien, qui a besoin peut-être simplement d'amitié, etc. C'est terrible, mais alors effectivement, je pense que c'est le rôle à la fois certainement des chrétiens, mais aussi, on parlait des acteurs du film, des auteurs du film, des artistes, et de beaucoup de personnes, justement, de se dire, bon, c'est un moment nécessaire dans la vie démocratique, mais le combat a commencé avant et il faut qu'il continue après-demain. Peut-être que l'échelon des élections législatives, avec leur caractère plus local, permettra à un certain nombre d'acteurs associatifs, d'acteurs sociaux, de faire avancer un certain nombre d'idées et de convictions sur ce sujet. Mais on a voulu, avec quelqu'un qui est dans mon panthéon, Jean Vanier, et puis quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, une immense amitié, Filippo Di Borgo, tous les trois, on a voulu co-signer un livre qui va paraître mi-mai aux éditions Bayard, dont le titre est assez simple, Tous Intouchables. Et derrière Tous Intouchables... Pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant? On n'a pas voulu rentrer dans le débat. On n'a pas une logique, l'Arche n'a pas, et Simone Sirène n'a pas une logique militante. On a vocation à être plus, je dirais, dans la vision chrétienne du levain dans la pâte, d'être un signe, si vous voulez. Passer la présidentielle pour entrer dans une démarche. Et donc d'être dans démarche... un moment un peu plus apaisé, dans un moment où on est, de toute façon, une page va se tourner, quel que soit le résultat. Et dans ce moment-là, de pouvoir dire, finalement, qu'est-ce qui nous a touchés? Pourquoi est-ce que moi, parmi les 20 millions de Français, j'ai été touché, j'ai aimé ce film? Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il m'ouvre une espérance extraordinaire. Ce film, il m'ouvre l'espérance que découvre à Simone Sirène, à l'instar de l'Arche, le jeune de 18 ans, de 20 ans, qui va venir, qui va faire une pause d'1 an, et qui va venir comme volontaire service civique, et qui va venir... Alors, les 2-3 premiers mois, souvent, il vient avec sa famille, ses amis, qui lui disent « T'es un héros, tu vas t'occuper des pauvres handicapés ». Et puis, il faut 2-3 mois pour poser le masque. Vous savez, un peu comme une course en montagne, où on peut au début un peu fanfaronner, puis au bout de 2-3 heures, on est fatigué. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et au bout de 2-3 mois, eh bien, s'instaure la vraie relation. Les masques sont tombés, on peut rentrer dans cette relation avec nos fragilités. La personne handicapée, elle ne cache pas sa fragilité, elle se réveille avec tous les matins, vous voyez. Et du coup, elle va permettre aux jeunes de se déplacer. Et souvent, à la fin de l'année, ces jeunes-là, ils disent « Moi, j'ai trouvé le sens de ma vie.
Moi, je dis souvent en conférence aux jeunes, venez passer le diplôme du cœur. Si vous savez ça, eh bien, vous allez être armé pour la vie. La technique, vous la réapprendrez. L'apprentissage de la relation à la fragilité, c'est un art extrêmement complexe et c'est le lieu de la fécondité. Voilà des paroles qui tranchent un peu avec l'ambiance politique actuelle, Guillaume. Mais pourquoi les Français qui sont quand même intéressés, on le voit par le film Intouchable, par ces questions du handicap, de la fragilité, ne placent pas cette préoccupation en tête de leurs préoccupations politiques? Parce que si les candidats parlent d'économie, d'abord, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est que ça intéresse d'abord les Français. Non, je pense que, je veux dire, moi, je suis journaliste économique, je veux dire, la question de l'offre et de la demande, c'est important, je veux dire, et je pense que l'offre, à la fois l'offre politique, mais également l'offre médiatique, n'est pas suffisamment présente sur ces sujets-là. On est toujours dans des logiques d'affrontement, dans des logiques de combat, parce qu'évidemment, c'est spectaculaire, et on n'est jamais dans la recherche de ce qui nous unit, de ce qui nous est commun. Je le répète encore une fois, c'est aussi la logique de la démocratie et il faut se réjouir de vivre en démocratie. Donc acceptons cet inconvénient de la démocratie. Mais je trouve qu'au niveau de l'offre, à la fois la classe politique, la classe médiatique, les dirigeants d'entreprise, etc., rares sont ceux qui ont effectivement le courage, la simplicité, peut-être parce qu'ils ont un peu peur de ces fragilités, peut-être parce qu'ils craignent que ça leur arrive un jour ou que ça les touche de près un jour, etc. Mais malheureusement, qui n'ont pas... Bon, c'est vrai que parfois aussi, pour ceux qui sont concernés par ce type de problème, il peut y avoir la difficulté à maîtriser sa propre émotion pour en parler. Hein. Parce que on peut envisager plein de choses. Même sur le terrain économique, on peut en parler. Ah oui, bien sûr, dans le monde de l'entreprise, c'est une question très très importante, cette question des fragilités. On voit bien avec toutes ces préoccupations qu'il y a aujourd'hui sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux, le stress dans les entreprises, les problèmes de suicide qu'on a pu observer dans certains lieux, etc. Donc, je veux dire, c'est une question extrêmement importante et je pense que ceux qui sont du côté de l'offre, c'est-à-dire les médias, les hommes politiques, les dirigeants en général, ne sont, je pense, pas assez courageux pour évoquer ce sujet-là. Ou peut-être aussi, il y a une crainte. Moi, le combat Simon de Sirène m'a amené à rencontrer des hommes politiques de gauche comme de droite. Et j'ai eu des témoignages très bouleversants. J'ai fait part dans mon dernier livre, Le grain de sable et la perle, du témoignage de Jean-Paul Huchon, dont la femme a eu un AVC. Il l'a dit publiquement, donc ce n'est pas un secret. Président de la région Île-de-France. Président de la région Île-de-France, qui m'a dit, mais Laurent, je pense que le jour où quelqu'un qui a eu un AVC reprend pied dans une relation, dans une association comme la vôtre, qui ouvre cet espace de relation gratuite, où il n'y a pas l'aidant l'aider, mais il y a une relation de fraternité, à ce moment-là, elle retrouve le goût de la vie. Voyez, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel et de mystérieux. Notre société nous apprend dès la maternelle, dès qu'on rentre sur les bancs de l'école, à surclasser l'autre. Et pourtant, on est dans une forme presque d'anticulture. Il y a d'autres civilisations où celui qui sort du lot se met en dehors de la société. Voyez. Donc, ce n'est pas le modèle unique. Et cette idée que la personne fragile ouvre cet espace de sens et de relation, quelque part, les progrès de la médecine d'urgence nous y obligent. Et il y a un vrai enjeu politique derrière ça. Simon de Sirène, on est sur le cœur de cible, j'aime pas ce mot-là, mais c'est les 10 000... C'est un projet qui s'est développé parce que depuis les progrès de la médecine d'urgence, 10 000 personnes chaque année restent en vie, avant ils décédaient, parce que la médecine d'urgence les sauve. Mais ces gens-là, ils ont 15 ans, ils ont 48 ans, et ils se réveillent tout cabossés, handicap physique, psychique, cognitif. Ces gens-là, ils nous disent, c'est très simple, pourquoi vous m'avez gardé en vie ? Dans une société où on me dit que ma vie ne vaut que par mon efficacité, ma rentabilité, ma performance, mon paraître, mon avoir, mon savoir, il ne fallait pas me garder en vie. Et ces personnes-là, c'est un long cheminement qui nous a amené à revisiter l'intuition de l'Arche de Jean Vanier, et qui nous a amené à redécouvrir que ces personnes-là, elles nous font du bien, parce qu'elles nous invitent à cet espace relationnel gratuit. Mais les politiques sont convaincus de ça en tant qu'hommes. La bascule, c'est comment est-ce que ça va venir irriguer le système. Guillaume, comment on fait la bascule? Parce que c'est ni à droite ni à gauche, d'ailleurs, comme vous l'avez dit. Comment on fait la bascule? Je veux dire, il ne faut pas non plus se couvrir complètement la tête de cendre. Je pense que nos sociétés ont développé un certain nombre d'éléments de prise en charge du handicap qui leur font honneur. Il y a énormément de progrès à faire. Mais je veux dire, malgré tout, l'accessibilité, elle progresse quand même plutôt. Enfin, je veux dire, on peut prendre un certain nombre... La campagne présidentielle, ça progresse quand même. 2005 a été remarquable. Voilà, il y a quand même des choses qui sont faites. Je veux dire, dans notre énorme système de protection sociale qui coûte si cher, il aide quand même
même aussi un certain nombre de personnes qui sont dans des situations de santé difficiles, comme celle qu'a décrit Laurent Chérizet, de vivre. Tout simplement de vivre. Donc ne soyons pas non plus trop pessimistes. Et c'est pas le reporter d'espoir qui je suis bien d'accord avec ça. Simplement, le défi, si pour le résumer, c'est que d'un côté, on se dote de moyens techniques et financiers et on met les personnes en marge dans des institutions, loin des yeux, loin du cœur. Et de l'autre côté, et la loi de 2005 voulue par le papa d'une enfant handicapée, Jacques Chirac, qui connaissait ça dans ses tripes, dit la personne doit être au cœur de la société, elle doit pouvoir vivre au-delà de son handicap, avoir son projet de vie propre et donc être la personne qui va être, comme le disait Jean-Paul II, ce véritable projet de société au cœur de la société pour irriguer la société. Eh ben merci à tous les deux, on aurait encore pu en parler longtemps. Quant à nous, on se retrouve très vite sur KTO la semaine prochaine.